Comment le vent circule entre les pavés de poussière. Le vent pousse derrière le pilier des tas de sacs gris, pleins d'odeurs grises déchirées, s'échappant des narines humides du corps poilu par des milliers de poils courts, drus, grattant l'enduit des murs d'où tombent des grains sur le sol au pied du mur. Véronique Piantino, bonjour. Bonjour Caroline. Qu'est-ce que l'écriture? On commence par le dur. Qu'est-ce que l'écriture? C'est d'abord j'ai envie de dire, mais ça c'est plutôt banal, une nécessité, un engagement de soi. Quand on écrit, j'entendais hier Alice Zenitzer qui parlait justement de l'écriture, et son dernier livre s'appelle Un empire dans un empire, et elle disait que lorsqu'elle écrivait, elle était dans son empire, c'est-à-dire dans sa bulle. Et très étrangement, lorsqu'on écrit, on est en même temps coupé des autres et du monde, parce qu'il faut s'isoler, il faut se connecter à soi-même, j'ai envie de dire. Et en même temps, on a des espèces d'antennes qui nous relient profondément au monde et aux autres. Moi, je trouve que c'est une activité comme ça, paradoxale. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Et puis c'est aussi, alors en même temps, mais comme toutes les activités dites de création, qui engagent profondément de soi, c'est en même temps un bonheur, c'est du bonheur, parce que quand il y a la joie d'avoir touché du doigt quelque chose, voilà, avec des mots, les mots c'est quelque chose d'abstrait, donc c'est pas facile de se dire qu'est-ce qu'on met en œuvre lorsqu'on travaille ce matériau-là. Donc il y a ce bonheur et cette joie, et aussi beaucoup de doutes, beaucoup de moments de doute. Est-ce que c'est intéressant ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai vraiment à dire, moi, qui voilà, va venir, sans vouloir révolutionner la littérature, hein. Il y a des grands génies, bon, ceux-là, je les mets à part. Tout le monde n'est pas Duras, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, etc., etc. Moi, je joue dans la petite catégorie, mais en même temps, voilà, ça me permet d'être, de vivre. Qu'est-ce que le théâtre? Ah, alors le théâtre, c'est un autre moment, moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est un moment de partage. C'est la parole en acte, c'est un moment de vivant, c'est là, tout de suite, ici et maintenant. Ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais au théâtre, sauf avec les captations éventuellement, mais bon, ça reflète quand même très moyennement, hein, ce qu'est cette relation vivante à d'autres. Alors le partage avec ses camarades de jeu, j'ai envie de dire, avec toute une équipe artistique et technique, mais aussi avec un public, et ce public n'étant jamais le même. C'est quelque chose de mouvant, comme la vie, quoi, qui bouge à notre insu, qu'on investit, qu'on partage, oui, c'est principalement ça. Moi, c'est ce qui me permet de sortir de ma bulle. Alors, y a-t-il des écritures? Ah, grande question encore. J'ai envie de dire oui et non. Chaque écriture engage. Bon, ça. Après, je m'engage de la même façon lorsque j'écris du théâtre, c'est-à-dire en gros, ou du dialogue ou du monologue, bon, qu'importe. Ou quand j'écris, par exemple, là, pendant la fameuse Covid,
je me suis remise à écrire pour moi. C'est-à-dire pour moi, sans commande, sans... J'ai pas l'impression d'avoir écrit différemment. C'était bien moi. Enfin, je pense que c'était bien moi qui étais là. Mais oui, c'est quand même, on travaille pas de la même façon, je pense. Euh, c'est compliqué, hein. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'écriture romanesque, l'écriture dramatique. Bon, ça, c'est des catégories aujourd'hui, pardon, un petit peu comme le monde du théâtre ou le monde des arts, qui a complètement éclaté. Aujourd'hui, l'écriture, elle peut être en même temps documentaire et documentée et très poétique, par exemple. Ça a beaucoup, beaucoup bougé, je trouve, les champs littéraires ont beaucoup bougé. Le théâtre, c'est pareil. Une des dernières choses que j'ai écrites pour le théâtre s'appelle Une si tendre chair, pour un ami comédien qui est en même temps cuisinier. Donc c'est autour de la famille et de la nourriture. C'est un monologue, c'est assumé. Je trouve que c'est très littéraire ce que j'ai écrit là. Donc les frontières, elles bougent. Donc tu as des commandes et parfois tu te mets à écrire seul. Mais tu te dis, quand tu écris, que tu joues peut-être un rôle dans l'histoire qui n'est pas le même, pas comparable à celui de ceux que tu appelles des génies. Et là, ça m'interpelle. C'est-à-dire que les génies que tu as cités, ce sont des génies qui ont été reconnus. Quel est le rapport, quelle serait ta définition du génie et quel est le lien entre justement cette disposition géniale et la reconnaissance des autres? Alors, bon, moi la reconnaissance des autres, je peux pas dire que je l'ai pas, je l'ai au moins au niveau local. Bon, c'est déjà quelque chose. Et c'est aussi ce qui permet de continuer. Moi, si on m'avait pas interpellé parce que j'écrivais des nouvelles comme ça pour moi, des choses poétiques aussi, si on m'avait pas interpellé et passé commande justement, je ne sais pas ce qui serait passé. En tout cas, ça aurait été un autre chemin. Bon, pour moi, un génie, alors le mot est peut-être fort, mais c'est quelqu'un qui pose sa marque dans le temps. J'ai eu une discussion un jour avec quelqu'un au sortir d'une pièce de théâtre qui me disait Kerman ou Patrice Kerman, qui était un dramaturge qui s'est malheureusement suicidé, ou Corman, Enzo Corman. Je pense que c'est Corman qui restera dans l'histoire. Je dis, mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de lequel des deux va rester? Alors, je ne dis pas que ce sont des génies, hein, mais ils ont une écriture très singulière, très reconnaissable. Après, il y a des gens, je pense, dont la voix est, je vais dire un gros mot, un grand mot, éternel. Marguerite Duras, je pense, traversera le temps. Je pense. Elle l'a déjà traversé largement. Beauvoir, j'ai cité Hugo, bon, qui est immense, mais je pourrais citer Dostoïevski, enfin, il y en a quand même, il y en a plus d'un. Et moi, je ne pense pas que j'ai une marque de fabrique à ce point où on parlera de moi au siècle prochain. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas d'œuvrer. Mais j'ai envie de dire, j'œuvre aux côtés de ces figures tutélaires qui ont véritablement, alors je ne veux pas dire révolutionné parce que c'est un peu galvaudé, mais apporté quelque chose de très singulier et fait bouger aussi le regard sur leur art.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais complètement, je pense que c'est là la grande particularité, c'est qu'à un moment, il y a celui qui invente une formule mathématique, celui qui l'utilise, c'est tout à fait différent. De même pour tous les arts. Quoi qu'il ne s'agisse pas d'invention technique nécessairement, c'est ce qu'on appelle le style, ou en tout cas, tu appelais ça la marque. Mais moi, j'ai envie de te poser la question de savoir aujourd'hui, toutes les figures tutélaires auxquelles tu fais référence sont des figures plus ou moins passées. Un passé récent pour certaines, mais passé. Aujourd'hui, dirais-tu qu'il y ait des figures qui émergent en matière d'écriture pour le théâtre, d'écriture romanesque, d'écriture cinématographique, d'écriture? Si oui, pourrais-tu les citer? Sinon, as-tu ou aurais-tu une explication? Alors, oui, je pense qu'il y a des figures qui émergent. Par exemple, pour moi, une des grandes auteurs, c'est Joyce Carol Oates. Alors, je n'aime pas tout de ce qu'elle écrit, parce que parfois il y a quand même des pensums romanesques un peu, faciles, j'ai envie de dire entre guillemets. On dit que c'est la Balzac contemporaine. Là, pour moi, c'est une immense écrivaine. Immense. Dont l'œuvre restera forcément. Je pense à elle immédiatement parce que j'aime beaucoup les auteurs féminines américaines, anglo-saxonnes, mais américaines particulièrement. Donc je ne vais pas citer celles qui sont passées, je ne vais pas citer Carson McCullers, Dora Welty, etc., Willa Cather, puisque c'est avant. Donc, contemporaine, c'est Joyce Carol Oates. En France, il y a eu, j'ai envie de dire, il y a eu, parce que j'aime beaucoup moins ce qu'elle fait maintenant, Nancy Houston, qui pourtant vient du Canada, mais je pense qu'elle a imprimé une marque. Oui, elle a fait des grandes choses. Je ne sais pas si c'est un génie littéraire, je n'en suis pas sûre. Je ne la mettrai pas au même titre que Joyce Carol Oates. En théâtre, c'est beaucoup plus compliqué pour les contemporains. D'autant qu'aujourd'hui, l'écriture théâtrale est très éclatée. Qui je pourrais citer C'est marrant, ça ne me vient pas. Il y a forcément des gens quand même que je lis plus volontiers. J'avoue que j'ai un petit peu de mal. Pour l'instant, ça va peut-être me venir tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'il y en a qui vont imprimer au fer rouge ou à l'encre ou à l'ordinateur leur marque. Oui. Il n'y en a pas tant que ça. La preuve, ça ne me vient pas. Alors, tes réponses sont très stimulantes et me donnent envie de te poser plusieurs questions. Tu parlais de femmes auteurs plutôt anglo-saxonnes. Bon, on pense malgré tout en France à certaines auteurs extrêmement médiatisées comme Virginie Despentes ou Christine Angot. Première question, la reconnaissance ou la médiatisation de ces deux personnalités, parce que toutes les deux sont des personnalités et des écrivaines, cette reconnaissance, cette médiatisation, à quoi pourrais-tu l'attribuer si selon toi ce ne sont pas des auteurs majeurs? Et seconde question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une culture ou dans un pays, il y a tout d'un coup prolifération de talents dans un champ artistique? Oui, j'ai oublié, je vais évidemment essayer de répondre à cette grande question. J'ai oublié Annie Ernaux aussi, évidemment, qui a vraiment... C'est parce que tu as parlé de Christine Angot, Despentes, je la mettrai encore à part. Christine Angot, je trouve, est une des filles spirituelles d'Annie Ernaux, dans ce qu'on appelle cette fameuse autofiction. Pareil, c'est un genre, ça. Donc,
je pense qu'elle est très importante, Ernaud. Donc, je pense que Virginie Despentes a une véritable écriture. Elle a un monde. Je n'aime pas tout non plus. Parfois, il y a une espèce de vulgarité. Elle est toujours au bord, à la limite. Il y a une certaine vulgarité qui pourrait me déranger, mais c'est une bâtisseuse. Christine Angot, elle a choisi de tracer son chemin aussi, de manière très au scalpel, comme on dit, très, très, très abrupte, très brute de décoffrage. Mais je pense que, comment dire, elle ne restera pas, elle n'est pas plus importante que, comment elle s'appelle, celle qui est psychanalyste, qui a écrit La Truie ou un truc comme ça, enfin bon, que d'autres qui sont aussi dans cette voie dite de l'autofiction. Elles abordent des problématiques importantes, intéressantes, qui reflètent l'époque. Peut-être sont-elles, pour moi en tout cas, trop près de l'époque justement, enfin trop collées, trop... Alors, sur la prolifération, c'est comme en théâtre, c'est comme en danse, c'est comme dans les arts plastiques, je ne sais pas, mais peut-être. Il y a eu cette formidable éclosion suite à mai 68 de prise de parole, de libération de la parole, de libération au pluriel, pas seulement féministe, mais etc., etc., qui ont ouvert comme ça des portes, qui ont autorisé les paroles à venir se dire, s'exprimer. Donc il y a eu derrière prolifération d'éditions, pour revenir à la littérature, comme l'édition théâtrale. Il y en avait très peu jusque dans les années 80-90. Aujourd'hui, il y a énormément, non, moins que pour l'édition littéraire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup quand même d'éditions. Il y a des petites maisons, il y a Espace 34, enfin, etc., etc. On peut quand même trouver des niches. Donc forcément, tout ça faisant, avec la politique qu'on connaît au moment de 81, avec Mitterrand, Lang, etc., ça a ouvert des portes. Donc, quand on prend la parole, on n'est pas prêt de la redonner. Enfin, moi, je crois. Pour imiter Virginie Despentes, justement, je dirais, parle et ne te casse pas. Oui, alors ce serait ces libérations successives qui ont provoqué aux États-Unis, en Angleterre dans un premier temps, aux États-Unis et maintenant, depuis les années 80, période âge d'or dans un certain nombre de champs artistiques, qui aurait permis l'éclosion. C'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, il y a eu une littérature juive américaine avec des singers et autres absolument passionnantes à un moment. Ce serait aussi lié à l'après-guerre et à la libération peut-être de cette identité-là. Des auteurs noirs américains, alors n'en parlons pas, Baldwin et d'autres. Et ce serait la libération peut-être d'un certain statut, parce que j'allais dire la parole, elles l'ont pris quand même auparavant, mais enfin, d'un statut des femmes dans la société, y compris, c'est très très intéressant ce que tu dis, parce qu'on remarque autour d'auteurs, on parlait de femmes, mais enfin d'auteurs comme Édouard Louis et tout ce mouvement provoqué, suscité peut-être par Retour à Reims. Il y a eu aussi une sorte de libération de la parole gay. Et il y aurait aujourd'hui, même si j'aime pas trop dire ça, il y a une littérature qui revendique effectivement cette identité, ces situations, je pense à tout ce que décrit Édouard Louis, ces situations parfois très particulières que le milieu gay connaît ou suscite, en tout cas chez les hommes, des situations de violence qui n'étaient pas dites
parce que c'est vrai que l'univers de Genève faisait référence d'une certaine manière, mais qui n'était pas dit de cette façon. Donc je trouve fascinant cette ouverture. Je n'avais pas pensé aussi clairement que ce sont les libérations successives dans les différentes cultures qui peut-être depuis le début du XXe siècle ont fait émerger les différentes écritures. C'est vrai pour la danse aussi, avec la libération du corps. Donc toi, vis-à-vis de ce droit à la parole, ce droit à l'écriture, qu'en tant que femme, aujourd'hui, tu ne questionnes plus, tu n'as peut-être jamais questionné, de quelle manière penses-tu que tu marques tes récits, tes écritures de cette conscience, sensibilité qui provient d'une histoire définie, parce qu'on ne peut pas dire que l'histoire des femmes ressemble à celle des hommes. Moi, j'aime pas qu'on dise ça parce que ce n'est pas vrai. Ensuite, qu'il n'y ait pas de différence organique, marquante par rapport à l'activité cérébrale et l'imaginaire, c'est sûr. Mais malgré tout, l'histoire est différente. De quelle manière ça influence ou non, ça aurait influencé à la fois ton choix de vouloir parler, écrire et le type de propos que tu tiens? Ben, justement, pas assez, je trouve. C'est une question aussi pour moi. Je trouve que j'ai, comment dire, quand j'ai commencé à m'emparer de l'écriture, mes modèles, entre guillemets, parce qu'on en a toujours, finalement étaient plutôt masculins. Bon, enfin, Verlaine traînait dans le coin quand même. J'adore la poésie de Verlaine. Donc Verlaine, Rimbaud, etc. Bon, mais j'aimerais bien justement, aujourd'hui, même si maintenant je suis un petit peu vieille pour ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Tant pis, je vais essayer de retrouver une espèce d'énergie adolescente pour aborder un peu plus justement ces questions-là autour des libérations et de la femme et des gays. Quand même, Geneviève il me venait quelque chose en tête que j'ai oublié. Si, quand même, là où ces libérations m'influent, enfin, où je suis en accord dans l'écriture avec, c'est que j'ai une période de prédilection quand même qui est l'adolescence. L'adolescence parce que rébellion, parce que allez, on y va. Moi, c'est vrai que 68, ça a été bon. J'étais toute jeunette, j'étais encore collégienne. J'étais à Paris, j'ai eu cette chance de pouvoir voir Cohn-Bendit, Sauvageot, de suivre des manifs dont je ne comprenais pas finalement tant que ça la portée. Mais j'ai été baignée là-dedans. Après, je suis rentrée à la fac. J'ai fait des études littéraires, de lettres, à Caen, entre autres. Et ça a été un bouillonnement. Et ça, ça reste très ancré quand même pour moi dans mon écriture. Et donc pour terminer, parce que ça m'intéresse personnellement, le statut du corps ou les récits ayant trait à la chair, tu parlais de ce titre que tu as donné à ce récent écrit qui me plaît beaucoup. C'est Mallarmé qui disait « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres ». Donc il mettait d'un côté la tristesse de la chair en parallèle avec la lecture des livres. Donc tristesse des deux côtés. J'ai épuisé mon plaisir de lecture et de plus la chair est triste. Donc c'était un moment sans doute un petit peu sombre. Mais quel est ce lien que tu pourrais faire avec ces émotions ancrées dans le corps? On parlait de libération sexuelle, on parlait de libération du désir. Bien sûr que le fantasme nourrit l'écriture. Bien sûr, et le fantasme, tous les fantasmes, et tous les fantasmes racontent des rêves physiques ou de transcendance ou de dépassement des limites du corps. De quelle manière cet endroit-là qu'on appelle le corps, cette chose, je ne sais pas quoi, cet existant, trouve sa place dans l'écriture? Ah, alors d'abord, dans l'écriture même, il y a tout un rituel. Donc
j'ai envie de dire, ce corps, on ne le met pas n'importe où, n'importe comment pour écrire, déjà. Et ça trouve sa place parce que écrire, c'est physique, en fait. On n'y pense jamais. On se dit, oui, c'est les mots, on met sur un bout de papier ou sur un écran d'ordinateur des mots. Mais c'est très physique. Comment dire, on accompagne les mots, on accompagne ce qui est en train de germer, ou quand ça sort, comme on dit, on est libéré, encore une fois, ou parfois ça donne mal à la tête parce que ça ne veut pas sortir de là. Donc pour moi c'est très physique l'écriture. Et pour finir sur cette question du corps, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vais y revenir sur une lecture spectacle avec des comédiens en musique sur le thème du corps que je vais préparer là pour le mois de juin au Théâtre du Champ Exquis. Précisément, c'est une lecture d'une compilation de textes sur le corps. Et donc, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et lorsque j'ai arrêté mes études universitaires, j'étais en première année de thèse en linguistique, et justement, je les ai arrêtées parce que parce que j'ai rencontré le théâtre, et je disais, là, je vis. Je me sentais emmurée dans des études uniquement intellectuelles. Alors que j'ai adoré, et j'adore toujours la pensée. Mais à un moment donné, la rencontre avec le théâtre a pour moi été un bouleversement. J'ai envie de dire que je me suis rencontrée, j'ai rencontré mon corps. Voilà. Donc, écrire, c'est très physique. On court avec les personnages qui courent sur la page. Danser, c'est très cérébral, parce que je dis toujours que fabriquer un geste, ça se fabrique dans le cerveau. Et nous allons peut-être confronter la danse, puisque tu seras au dansoir, et l'écriture, puisque tu donneras des ateliers d'écriture, cette deuxième quinzaine de novembre au dansoir à Ouistreham. Nous t'attendons avec impatience et cela nous a mis en appétit, ce qui est très physique. Merci pour ces réponses qui vont me donner du grain à moudre intellectuellement. Merci Véronique Piantino. Aux pentes du coteau, sous les roches moussues, l'eau vive en murmurant filtre par mille issues, croît, déborde et remue en son cours diligent la mélisse odorante et les cailloux d'argent. Le soir monte, on entend s'épandre dans les plaines de flottantes rumeurs et de vagues haleines. Le doux mugissement des grands bœufs fatigués, qui s'arrêtent pour boire en traversant les gués, et sous les rougeurs d'or du soleil qui décline, le bruit grêle des pins au front de la colline.